Vous écoutez À table avec l'histoire, le podcast qui raconte le monde à travers ce qu'on mange. Chaque épisode, une époque, un plat, une histoire. La pomme de terre n'a rien d'irlandais au départ. Elle ne vient ni des collines vertes du Connemara, ni des falaises battues par les vents de l'Atlantique. Elle vient de beaucoup plus loin, des Andes, en Amérique du Sud. Des terres hautes, froides, où des peuples la cultivent depuis des milliers d'années, longtemps avant que l'Europe n'en entende parler. Pourtant, aujourd'hui, impossible de dissocier l'Irlande de la patate. C'est devenu un symbole presque instinctif, un cliché parfois, mais un cliché né d'une réalité très profonde. En quelques siècles, ce tubercule est devenu la base de l'alimentation d'un peuple entier. L'histoire commence au XVIIe siècle, puis s'installe définitivement au XVIIIe. La pomme de terre circule déjà en Europe, souvent avec méfiance, parfois avec enthousiasme, mais c'est en Irlande qu'elle trouve son terrain le plus fertile. Et là, il faut bien le dire, c'est une rencontre parfaite. Le climat humide, les sols médiocres et les petites parcelles, tout ce qui rend l'agriculture difficile, rend la pomme de terre incroyablement efficace. À ce moment-là, l'Irlande n'a rien d'un pays prospère. La grande majorité de la population est catholique, pauvre, vivant dans des campagnes éclatées en minuscules exploitations. Les terres les plus vastes appartiennent à une élite anglo-irlandaise, souvent absente, qui vit de ce que les paysans produisent pour elle. La majorité des cultures rentables, céréales, bétail, beurre, filent vers les ports, destination l'Angleterre. Ce qui reste, pour les familles irlandaises, est presque toujours le strict minimum. Et c'est dans ce contexte que la pomme de terre va s'imposer comme une sorte d'assurance-vie. Sa force est simple. Avec une très petite surface, elle produit énormément. Un seul hectare peut nourrir une famille entière pendant 1 an. C'est colossal. Aucune céréale européenne de l'époque n'offre ce rendement, surtout sur de petites parcelles. La patate présente un autre avantage essentiel. Elle pousse dans les sols moyens, parfois même franchement pauvres, sans engrais et sans outils coûteux. Elle demande peu de travail et résiste assez bien au climat. Pour des familles qui vivent au jour le jour, cette fiabilité change tout. Très vite, la pomme de terre s'installe dans le paysage irlandais, dans les villages, les habitudes et les gestes du quotidien. Les repas sont simples, monotones, mais nourrissants. Des patates bouillies le matin, le soir, parfois écrasées avec un peu de lait quand il y en a. Ce duo, patate plus lait, fournit presque tous les nutriments nécessaires. On ne mange pas varié, mais on mange à sa faim. Grâce à cette culture, la population irlandaise explose. Au début du 19e siècle, l'île compte environ 6 millions d'habitants et vers 1840, elle en compte près de 8 millions. C'est énorme, surtout pour un pays majoritairement rural, sans véritable développement industriel et dépendant entièrement de ses récoltes. La pomme de terre permet donc de vivre, mais elle enferme aussi la société dans une dépendance dangereuse. Quand un seul aliment assure la survie de millions de personnes, tout devient fragile. Si cet aliment disparaît, il n'existe aucune alternative. À côté de cette dépendance alimentaire, les inégalités sociales structurent profondément la vie irlandaise. Les grands propriétaires terriens décident des cultures, des loyers et parfois même du sort des familles. Les paysans louent leurs terres à court terme, vivent sous la menace d'expulsion et n'ont presque aucune sécurité. Ils travaillent pour l'exportation, pour enrichir les élites et gardent les pommes de terre pour eux, comme seule source de nourriture. Dans les villes, la situation n'est guère meilleure. À Dublin, Cork ou Galway, les quartiers pauvres s'entassent autour de ruelles insalubres. Les familles qui fuient la campagne dans l'espoir d'une vie meilleure retrouvent souvent la même misère, simplement sous une autre forme. Là encore, la pomme de terre reste l'aliment de base, celui qui permet de tenir, même dans un logement minuscule avec très peu de moyens. Ce qui rend cette dépendance si particulière, c'est qu'elle est à la fois protectrice et piégeante.
La pomme de terre nourrit, réchauffe, rassure. Elle donne l'impression d'une forme de stabilité dans un quotidien dur et incertain. Elle permet à des familles extrêmement pauvres de survivre, de faire des enfants, de peupler un pays. Mais cette sécurité repose sur un fil ténu. Un fil qui tient tant que la terre produit, tant que les champs répondent, tant qu'aucune maladie, aucun accident climatique ou aucune catastrophe ne vient s'y glisser. À la veille de la famine, l'Irlande est donc dans une situation paradoxale. Un peuple nombreux, vivant grâce à un tubercule, mais en réalité plus vulnérable que jamais. Dans cette société entière, organisée autour de la pomme de terre, la moindre menace qui toucherait cette culture pourrait provoquer une crise d'une ampleur inimaginable. Et c'est exactement ce qui va arriver. Un matin, dans les campagnes, on arrache les premiers plants, les feuilles ont jauni trop vite, les tiges semblent flétries, et dans la terre, les tubercules sont noirs, gorgés d'eau, décomposés. Personne ne le sait encore, mais cette odeur humide, un peu douceâtre, c'est le début d'une catastrophe. Une catastrophe qui va renverser la société irlandaise, décimer des villages entiers, transformer le pays et laisser une cicatrice profonde, encore visible aujourd'hui. Le mildiou arrive en Irlande comme un ennemi silencieux. En 1845, personne ne comprend vraiment ce qui se passe. On parle de brouillard venu de la mer, de vapeurs étranges, d'un air trop humide. Certains pensent à une punition divine, d'autres à un caprice du climat. Mais peu importe l'explication. En quelques jours, les champs brunissent. Les tiges s'affaissent, les feuilles s'effritent entre les doigts. Et quand on tire sur la plante, ce que l'on sort de la terre n'a plus rien d'une pomme de terre. Une masse noire, molle, qui s'écrase comme de la boue. L'odeur qui s'en dégage est reconnaissable entre mille. Une odeur lourde, sucrée, de végétal en décomposition. Certains paysans la sentent même avant de voir les feuilles jaunir. Un signe infime, mais qui annonce un gouffre. Ce premier choc pourrait être absorbé. Une mauvaise récolte arrive, même dans les sociétés les plus solides. Mais l'année suivante, le mildiou revient. Puis encore l'année d'après. 3 années de suite. Et là, tout s'effondre. La pomme de terre n'était pas seulement l'aliment central. Elle est presque le seul aliment disponible pour la majorité de la population. Quand elle disparaît, les familles perdent leur foyer, leurs revenus, leur énergie, leur capacité à survivre. Les journées se réduisent à une seule question, où trouver de quoi tenir jusqu'au lendemain. Les familles fouillent les champs, grattent la terre à la recherche de tubercules à moitié épargnés. Elles évitent les parcelles des propriétaires ou les gardent, chassent les affamés. Certaines tentent de faire bouillir des pommes de terre gâtées pour en retirer quelque chose. La plupart tombent malades. Dans les villages, les repas se résument à un bouillon presque transparent, quelques feuilles sauvages, parfois un peu d'avoine quand on a la force de marcher jusqu'au marché. Les enfants, eux, n'ont plus assez d'énergie pour courir. Ils restent couchés, immobiles, leurs yeux trop grands pour leur visage. Les témoignages d'époque parlent d'un silence étrange qui s'installe, une sorte d'immobilité collective. Dans certains hameaux, plus personne ne parle vraiment du lendemain. On survit, heure après heure, en espérant qu'une soupe, un don, une visite de secours permettra de tenir encore un jour. Les soupes populaires mises en place par les autorités britanniques existent, mais elles sont trop peu nombreuses ou trop loin pour beaucoup. Les fils s'étirent sur des kilomètres. Certains marchent toute la journée pour une seule louche, et beaucoup s'écroulent avant d'arriver. À côté de cette misère, un autre phénomène apparaît, l'exode rural. Des milliers de familles quittent les campagnes ravagées et tentent d'atteindre les villes. Dublin, Cork, Limerick se remplissent de silhouettes amaigries, malades, parfois déjà mourantes. Les rues se transforment en couloirs de misère, on dort sous les arches, près des docks, dans des fossés. Dans ce chaos, la maladie devient l'allié macabre de la famine. Fièvre, dysenterie, choléra, typhus. Les corps affaiblis par la faim ne résistent à rien. Des familles entières disparaissent en quelques jours. Et puis, dans les zones plus isolées, un sujet encore plus difficile apparaît dans les archives. Des cas de cannibalisme. Ils sont rares, mais ils existent. Et il faut les aborder avec précision, sans sensationnalisme. Il ne s'agissait pas de meurtre, personne n'a tué pour se nourrir, il s'agissait de corps déjà morts, souvent abandonnés dans des maisons ou au bord des chemins. Des personnes, au bord de l'effondrement, ont fait ce choix, ultime pour ne pas mourir à leur tour. Ce sont des situations extrêmes, presque indicibles, mais elles montrent la profondeur de la catastrophe. Quand un peuple en arrive là, c'est qu'il n'a plus aucun recours.
Dans les campagnes, les maisons s'effondrent une à une, les toits de chaume se creusent, les portes restent ouvertes. Les animaux errent sans leur propriétaire. Des villages entiers deviennent silencieux, puis disparaissent de la carte. On retrouve parfois une seule maison habitée dans un hameau qui en comptait une trentaine. Pendant ce temps, les exportations continuent. Les bateaux quittent les ports chargés de blé, de bétail, de beurre, des produits cultivés sur la terre même où les habitants meurent de faim. Les politiques économiques britanniques favorisent le libre-échange, interprété ici de la manière la plus brutale qui soit. On ne touche pas aux exportations, même au milieu d'une famine. Adam Smith et les théories libérales sont encore la référence des administrateurs britanniques de l'époque. L'idée dominante est simple, ne pas perturber le marché, ne pas intervenir, laisser les forces économiques s'équilibrer d'elles-mêmes. Mais laisser faire le marché dans un pays où la majorité de la population n'a plus rien à vendre ni à acheter revient à laisser mourir les plus pauvres. Dans les campagnes irlandaises, cette logique est perçue comme une trahison. Une démonstration que la valeur d'une vie catholique pauvre et irlandaise pèse moins lourd que celle d'une cargaison de grains. La misère devient alors insupportable, totale, presque immobile. Il ne reste plus qu'une alternative, partir. Quitter la terre natale, abandonner la ferme, les voisins, les tombes familiales. Prendre le risque de traverser l'Atlantique dans des bateaux surchargés, mal entretenus, qu'on surnommera les coffin ships, des navires cercueils. Ça, c'est une autre étape de cette tragédie. Une étape qui ouvre la porte à la diaspora irlandaise et à des transformations profondes de la société. Avant d'en arriver là, il reste à comprendre comment cette catastrophe née dans les champs va devenir un moteur d'un soulèvement politique sans précédent. La Grande Famine n'est pas seulement une tragédie agricole. Elle n'est pas qu'une maladie des plantes ou un malheur de la nature tombé par surprise sur une île isolée. C'est aussi et surtout une catastrophe politique. Une situation dramatique que les autorités britanniques ont laissé pourrir jusqu'à l'inhumain. Et pour comprendre ce qui se joue à ce moment-là, il faut sortir un instant des champs irlandais et lever les yeux vers Londres. C'est là que se prennent les décisions qui vont peser plus lourd que n'importe quel champ ravagé par le mildiou. À Westminster, l'idéologie dominante se résume à un credo. L'économie doit suivre son cours naturel. C'est le fameux laisser-faire théorisé par Adam Smith. Pour les responsables politiques britanniques du milieu du XIXe siècle, l'État ne doit pas intervenir dans le commerce. Jamais. Même pas en pleine famine. Résultat, pendant que la population irlandaise s'effondre, les exportations de nourriture vers l'Angleterre, elles, continuent. Les chiffres donnent presque le vertige. Bœuf, beurre, céréales, huile, farine, les bateaux quittent les ports irlandais à ras-bord, comme si rien ne se passait. L'expression qui circule alors parmi les Irlandais résume tout. Food was leaving Ireland while the coffins were piling up. La nourriture quittait l'Irlande pendant que les cercueils s'entassaient. Ce dogmatisme économique devient rapidement une forme de violence politique. Non pas une violence spectaculaire, mais une violence froide, administrative, obstinée. Une violence qui consiste à ne rien faire, coûte que coûte, au nom d'un principe abstrait. Face à l'ampleur du désastre, quelques mesures sont quand même mises en place, mais elles relèvent davantage de l'apparence que du secours réel. Des soupes populaires sont créées, souvent financées par des associations caritatives, plutôt que par l'État lui-même. Elles nourrissent une partie infime de ceux qui en auraient besoin. Puis viennent les workhouses, ces maisons de travail censées aider les pauvres. En réalité, ce sont des lieux de misère absolue. Pour recevoir une ration, il faut accepter d'être enfermé, séparé de sa famille et de travailler dans des conditions inhumaines. Beaucoup préfèrent mourir chez eux plutôt que d'y entrer. Ces structures n'ont rien d'un filet social. Elles servent surtout à décourager les demandes d'aide. L'idée sous-jacente est simple et terrible. Si l'assistance est trop humaine, trop accessible, les pauvres deviendront dépendants. On laisse donc la souffrance faire son travail de régulation. Lorsque la misère devient trop grande, une partie de la population fait un choix déchirant, celui de partir. Abandonner ses terres, ses champs, ses voisins, parfois ses morts. Plus de 2 millions d'Irlandais prennent le chemin de l'exil entre 1845 et 1855. Dans ces fameux navires, les coffin ships. Le nom n'est pas une métaphore. Dans certains cas, un tiers des passagers meurent pendant la traversée.
Maladies, faim, typhus, malnutrition. On embarque vivant et on débarque parfois moitié moins nombreux. Pour ceux qui survivent, l'arrivée en Amérique ou au Canada n'a rien d'un conte de fées. Racisme, pauvreté, ghetto insalubre, mais il y a au moins une chose, la possibilité mince mais réelle de recommencer. Et l'exil devient un fil invisible qui continue aujourd'hui de relier l'Irlande à une diaspora immense, fière et profondément marquée par cet arrachement. Bien que l'idée d'indépendance existe déjà, nourrie par des siècles de domination britannique, la famine agit comme un accélérateur brutal, un révélateur impitoyable. La catastrophe montre à une grande partie de la population ce que la domination anglaise signifie concrètement. Des décisions prises ailleurs, des priorités qui ne sont pas les leurs, et surtout la certitude que leur vie pèse moins dans les bilans politiques de Londres que la stabilité des marchés. Ce sentiment d'abandon se transforme en colère, et cette colère devient politique. Les écrivains, les militants, les religieux, les poètes irlandais de l'époque parlent tous de la famine comme d'une blessure nationale, mais aussi comme d'un moment de lucidité. Dans les récits, un motif revient souvent. Si l'Irlande avait été indépendante, elle aurait protégé ses habitants. Elle aurait mis fin à l'exportation de nourriture et elle aurait nourri les siens. La famine ne crée pas l'indépendance, elle renforce ce qui la réclamait déjà. Elle donne une force nouvelle au mouvement nationaliste qui émerge dans les décennies suivantes. Elle sert de preuve, de démonstration tragique, presque d'argument irréfutable. Et lorsque l'Irlande obtiendra finalement son autonomie, en 1921, puis en 1937 avec la Constitution, la grande famine sera toujours là, en arrière-plan, comme une cicatrice. Un dernier point continue aujourd'hui encore de diviser historiens et citoyens. La grande famine doit-elle être considérée comme un génocide ? Pour certains, le mot est trop fort. La famine n'a jamais été volontairement provoquée. Pour d'autres, la négligence criminelle, le dogmatisme économique et l'indifférence politique constituent une forme de violence intentionnelle. Pas une volonté d'extermination, mais une volonté de laisser faire. Et parfois, laisser mourir est une décision. Ce débat n'a jamais vraiment cessé, ce qui montre bien à quel point cet événement reste sensible, intime, inscrit dans la chair du pays. L'histoire politique passe, les régimes tombent, les théories économiques se succèdent, mais certaines blessures restent plus profondes que les chiffres. La grande famine fait partie de celles-là. Bien que la grande famine appartienne au passé, elle n'a jamais vraiment quitté l'Irlande. Elle vit encore dans les paysages, dans les chansons, dans les silences qu'on laisse parfois avant de prononcer certains mots. On la retrouve dans les villages abandonnés, dans les mémoriaux modestes posés au bord des routes, et surtout dans les histoires transmises autour d'une table, souvent au moment où l'on sert des pommes de terre. Parce que ce petit tubercule qui a nourri autant qu'il a manqué est devenu un symbole paradoxal. D'un côté, la fragilité d'une société entièrement dépendante d'une seule culture, de l'autre, la résilience d'un peuple qui a survécu à l'indicible. La famine a forcé des millions de personnes à quitter l'île, mais elle a aussi soudé celles et ceux qui y sont restés. Elle a fait naître une conscience politique plus vive, une exigence d'autonomie, un refus d'être à nouveau vulnérable. Ce n'est pas la famine qui a inventé l'envie d'indépendance, mais elle l'a nourrie, renforcée, rendue urgente. Aujourd'hui, si vous demandez à un Irlandais ce que représente la famine, il vous parlera rarement d'un chapitre poussiéreux d'un manuel scolaire. Il vous parlera de mémoire, une mémoire qui ne paralyse pas, une mémoire qui enseigne, une mémoire qui rassemble. Et peut-être que c'est ça, le vrai héritage de cet épisode. Comprendre que derrière chaque légume, chaque recette, chaque tradition, il y a une histoire. Parfois une histoire légère, parfois une tragédie, mais toujours un morceau d'humanité. La pomme de terre n'est pas qu'un tubercule, c'est un témoin. Un rappel de ce que l'Irlande a perdu et de ce qu'elle a choisi de devenir. Et voilà comment un simple tubercule a traversé l'histoire d'un pays. Vous étiez à table avec l'histoire. Ici, on raconte le monde en commençant par l'assiette. Rendez-vous dans 2 semaines pour la suite du menu. Et si l'épisode vous a plu, pensez à vous abonner
Laissez une note ou un petit commentaire, ça aide vraiment le podcast à se faire une place. À bientôt!